Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de cette édition. Le 4 février prochain s'ouvre la nouvelle saison de commercialisation de la noix de cajou. Le prix plancher Borchamp du kilogramme est fixé à 305 francs CFA. L'annonce a été faite ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Objectif affiché au terme de la campagne, 1 040 000 tonnes de production. 3 projets de loi ont été adoptés en commission à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont donné leur accord à ces projets de loi relevant notamment du domaine du Code de procédure pénale, de la lutte contre le terrorisme. Le choc Côte d'Ivoire-Égypte en 8e de finale de la CAN Cameroun tourne en faveur des Pharaons. Les Égyptiens se sont qualifiés ce mercredi pour les quarts de finale. À l'issue d'une séance de tir au but, les coéquipiers de Mohamed Salah affronteront le Maroc dimanche prochain. Le Danemark envisage de lever toutes ses restrictions anti-Covid-19 le 1er février prochain. Et ce, malgré des cas records et des hospitalisations en hausse. Les autorités jugent la couverture vaccinale suffisante pour faire face à la moindre sévérité du variant Omicron. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le 4 février prochain s'ouvre la nouvelle saison de commercialisation de la noix de cajou. Le prix plancher Borchamp du kilogramme est fixé à 305 francs CFA. L'annonce a été faite aujourd'hui même à l'issue du Conseil des ministres. Le gouvernement espère qu'au terme de cette campagne, l'objectif d'1 040 000 tonnes de production sera atteint. Jérôme Kofi Abolé. Il s'est réuni ce mercredi au palais présidentiel. Comme à son habitude, le Conseil des ministres a pris des mesures pour apporter des réponses aux différentes préoccupations. Au niveau des projets de loi, l'une des décisions consacre la ratification par le président de la République, Alassane Ouattara, de la Convention de travail dans le secteur de la pêche. Cette convention garantit aux travailleurs du secteur de la pêche de meilleures conditions donc de santé et de sécurité au travail, avec la réglementation notamment des modalités de construction et d'entretien des bateaux de pêche et la prohibition de toute forme inacceptable de travail pour l'ensemble des pêcheurs et donc bien évidemment pour les pêcheurs ivoiriens. Cette convention permettra également de lutter efficacement contre la pêche illégale et de préserver durablement l'environnement marin. Quant à la seule ordonnance prise, elle porte sur la création, l'attribution, l'organisation et le fonctionnement du guichet unique des entreprises de Côte d'Ivoire. Ce guichet est un établissement public de type particulier chargé de soutenir la croissance durable, la compétitivité de l'économie, l'emploi. Il a également pour mission de favoriser l'innovation, le développement et la conquête des marchés extérieurs en contribuant à l'accompagnement des entreprises, à la facilitation de leur accès au financement et à l'obtention des garanties. L'action de ce guichet est orientée en priorité vers les entreprenants, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Au cours de cette réunion, il a été aussi question de la campagne 2022 de l'Anacarde. Selon le Conseil, cette campagne s'ouvre le 4 février avec comme prix plancher Borchamp fixé à 305 francs le kilogramme. Le Conseil a fixé l'ouverture de cette campagne 2022 au 4 février prochain et a arrêté le barème et les prix ci-après sur proposition, bien entendu, du Conseil du coton et de l'anacarde. Ainsi, le prix plancher obligatoire Borchamp est fixé à 305 francs. Les autres prix planchers obligatoires sont respectivement 330 francs le kilogramme au magasin intérieur, 359 francs le kilogramme au magasin usine et 389 francs le kilogramme au magasin portuaire.
Le président de la République, Alassane Ouattara, a saisi l'occasion de cette réunion pour insister sur la transparence dans la gestion des affaires publiques. Pour lui, l'avènement de l'Ivoirien nouveau passe par la promotion de la culture de la bonne gouvernance. Il faut une plus grande responsabilité des directeurs généraux, des membres du conseil d'administration et surtout des ministres de tutelle qui doivent renforcer leur contrôle a priori. Monsieur le Premier ministre, je vous ai instruit à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre diligente des orientations ainsi que des recommandations qui ont été faites par les audits réalisés. Je voudrais demander à chacune et à chacun de vous de promouvoir bien évidemment à nouveau la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos compatriotes. Il s'agit de quelques entreprises publiques. Et moi, je me félicite du bilan que nous avons obtenu parce que nous savons tous dans notre pays comment la corruption a gangréné le tissu social. C'est pour cela que j'ai insisté depuis quelques années sur la nécessité donc de promouvoir ce concept d'Ivoirien nouveau, intègre, sérieux, travailleur. Et ces recommandations donc nous appellent à encore plus d'engagement pour cette évolution que nous souhaitons, pour encore avoir de meilleurs résultats et pour le rayonnement de notre beau pays. Le prochain Conseil des ministres va se tenir dans un mois. Il est précisément prévu le 23 février 2022. Voilà, plus d'engagement pour de meilleurs résultats. Vous avez entendu le président de la République, justement à l'entame de ce Conseil des ministres. Le président Ouattara a prononcé une allocution. Il a défini l'année 2022 comme année de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Il a invité les membres du gouvernement à une gestion plus vertueuse des affaires publiques. Nous l'écoutons à nouveau. 2022, année de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. C'est l'une des priorités que s'est fixé le chef de l'État pour cette année. Le temps avait déjà été donné l'an dernier. Les actions entamées en 2021, notamment les derniers audits réalisés dans certaines entreprises publiques, certaines entreprises du portefeuille de l'État, ont révélé des irrégularités importantes auxquelles il convient de remédier. On peut citer notamment les irrégularités liées aux passations de marché, le coût élevé et l'inopportunité du recours à certains emprunts, les comptes bancaires ne figurant pas dans la comptabilité des entreprises, les insuffisances au niveau du contrôle interne, les dépenses injustifiées, le montant élevé de dons, commissions et honoraires, et plus généralement la non-maîtrise des charges dans un certain nombre d'entreprises. Pour ne plus que de telles irrégularités se répètent, le président Alassane Ouattara donne ses orientations. Un ensemble de mesures censées améliorer la gouvernance des affaires publiques. La gravité des dysfonctionnements exige, au-delà des mesures correctives déjà prises à l'encontre des dirigeants sociaux concernés, la mise en place d'un cadre renforcé de suivi et de contrôle de la gestion des entreprises publiques. J'ai indiqué au Conseil présidentiel qu'un accent particulier devra être accordé d'abord au respect du cadre législatif et réglementaire des entreprises publiques en vigueur, notamment les règles de passation des marchés publics et de recours à l'emprunt. Il faut que les textes et les contraintes soient respectés. Deuxièmement, un meilleur suivi du bilan de gouvernance des entreprises publiques. Et évidemment, à cet effet, je souhaite qu'au terme de chaque exercice comptable, une communication en Conseil des ministres
sur le bilan de gouvernance des entreprises publiques soit présenté. Troisièmement, il faut une plus grande responsabilité des directeurs généraux, des membres du conseil d'administration et surtout des ministres de tutelle qui doivent renforcer leur contrôle a priori. À cet effet, les représentants de l'État aux différents conseils d'administration doivent régulièrement rendre compte à leur hiérarchie. Et par ailleurs, les ministres doivent également rendre compte au gouvernement, au chef du gouvernement et bien évidemment à la présidence de la République. Nous devons également veiller aux sanctions qui résulteront en cas d'irrégularité dans la gestion des entreprises publiques, tant pour les directeurs généraux, les membres du conseil d'administration, que pour les ministres de tutelle. Monsieur le Premier ministre, je vous ai instruit à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre diligente des orientations ainsi que des recommandations qui ont été faites par les audits réalisés. Pour terminer, le chef de l'État a réitéré son appel à l'intégrité et à la probité auprès des membres du gouvernement. Je voudrais demander à chacune et à chacun de vous de promouvoir, bien évidemment, à nouveau la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos compatriotes. Il s'agit de quelques entreprises publiques. Et moi, je me félicite du bilan que nous avons obtenu, parce que nous savons tous dans notre pays comment la corruption a gangréné le tissu social. C'est pour cela que j'ai insisté depuis quelques années sur la nécessité donc de promouvoir ce concept d'ivoirien nouveau, intègre, sérieux, travailleur. Et ces recommandations donc nous appellent à encore plus d'engagement pour cette évolution que nous souhaitons, pour encore avoir de meilleurs résultats et pour le rayonnement de notre beau pays. Voilà, et à l'issue de ce conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Au menu des échanges, la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso a été évoquée. Awa Touré pour le reportage. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en tournée dans la sous-région ouest-africaine pour vivre au plus près la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Il a été reçu ce mercredi 26 janvier dans la soirée par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Je suis en tournée en Afrique de l'Ouest, qui, vous le savez, est marqué ces derniers mois par des changements anticonstitutionnels de coups d'État. Je me suis rendu successivement à Accra pour rencontrer le président en exercice de la CEDEAO. Je suis allé également à Bamako pour rencontrer les autorités de la transition, à Dakar pour rencontrer le président Macky Sall, président du Sénégal, futur président de l'Union africaine. Et je suis arrivé ce soir à Abidjan pour rencontrer son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour échanger sur cette situation, m'informer et prendre des conseils. Nous sommes dans la phase de préparation de notre sommet ordinaire à la fin de la semaine prochaine. Et il est tout à fait normal que le président de la commission que je suis puisse venir dans la région, échanger, être au plus près de la réalité sur le terrain et préparer le sommet qui sera certainement consacré en grande partie aux questions de paix, de sécurité et de stabilité dans notre continent. Dans le cadre des préparatifs du prochain sommet de l'Union africaine, le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, a fait avec le président de la République, Alassane Ouattara, le point sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et sur l'ensemble du continent. Nous partons à présent pour l'Assemblée nationale où 3 projets de loi ont été adoptés en commission aujourd'hui. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles
ont donné leur accord à ces projets de loi relevant du domaine du code de procédure pénale, de la lutte contre le terrorisme, de l'organisation et du fonctionnement du pôle pénal, économique et financier. Éric Goré. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale en séance de travail à l'hémicycle. Ils examinent 3 projets de loi proposés par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le projet de loi portant création, compétences et organisation du pôle pénal, économique et financier. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-431 du 8 septembre 2021 portant création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Et enfin, le projet de loi modifiant le code de procédure pénale. C'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme qui était devant les députés. Il s'agit principalement de prendre en compte les innovations opérées par le code pénal relatif à l'incrimination du crime d'agression, tel que prévu par l'article 29 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel la Côte d'Ivoire est partie. Cette nouvelle infraction est donc intégrée dans le code de procédure pénale au rang de crime imprescriptible, article 12 nouveau. Il en est de même des modalités d'inculpation des personnes morales, article 133 nouveau, dont la responsabilité pénale constitue désormais le principe dans le nouveau code pénal. Comme il est de tradition, il y a eu débat à l'Assemblée nationale concernant certains articles contenus dans ces projets de loi. La discussion principale a porté sur un amendement que nous avons proposé à l'article 69 du Code de procédure pénale. L'article 69, c'est cet article qui gère la question de la perquisition qui peut avoir lieu dans un cabinet d'avocats, dans un cabinet de médecins ou chez un officier ministériel ou public. On doit faire cette perquisition parce que l'avocat ou le médecin n'est pas en dehors de la loi. Mais nous disons, à partir du moment où l'avocat ou le médecin, la profession est fondée essentiellement sur la détention d'un secret professionnel que nous protégeons, il est mieux que l'article soit beaucoup moins général, beaucoup plus détaillé et plus précis. Évidemment, c'est la loi de la majorité. Cette proposition en commission n'a pas été retenue. Au final, ces projets de loi ont été adoptés à l'unanimité. Nous venons d'adopter à l'unanimité des membres de la commission les différents projets de loi que l'émissaire du président de la République nous a envoyés. C'est pour dire que les tests qui arrivent de la présidence sont de bons tests. Et nous apportons l'amélioration en quelque sorte pour éviter qu'il y ait une certaine injustice quelque part. Vous savez que le droit s'applique à la société. Lorsque la société évolue, effectivement, il faut que aussi le droit évolue. Ces 3 projets de loi examinés et adoptés par les députés sont contenus dans la Constitution du 8 novembre 2016, modifiée le 19 mars 2020. Autre institution, le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui effectue sa rentrée solennelle demain jeudi. Le CESE, qui est à sa 13e mandature, aura un hôte de marque, le président de la République, Alassane Ouattara. Quels sont donc les enjeux d'un tel événement? Nous avons avec nous le secrétaire général du CESE, M. Nguessan Kouadio Claude. Bonsoir, M. Nguessan Kouadio Claude. Alors, le CESE, comme je l'ai dit, effectue sa rentrée solennelle demain jeudi en présence du chef de l'État. Dites-nous, quels sont les enjeux de cette 13e mandature qui débute demain officiellement? Merci, madame. Permettez-moi d'honorer l'un des devoirs de ma charge en venant sur ce plateau, celui de transmettre les salutations et les compliments du docteur Eugène Akawele, président de l'institution, à monsieur le ministre en charge de la communication. Merci. Alors, les enjeux de cette 13e mandature qui débute demain? Alors, la rentrée solennelle marque le début officiel des activités de l'institution. Elle est importante et elle emporte 3 enjeux majeurs pour l'institution, pour celui qui dirige l'institution et pour l'environnement institutionnel. Pour l'institution, il faut noter que la rentrée solennelle, sa tenue obéit à une exigence textuelle, puisque les dispositions réglementaires prévoient la tenue de la rentrée solennelle. Pour celui qui dirige l'institution, qui préside l'institution, la rentrée solennelle offre une tribune idéale
pour présenter son discours-programme qui décline les différentes activités qu'il est appelé à honorer à l'occasion de la mandature. Et pour l'environnement institutionnel ivoirien, si l'on définit les institutions comme étant des organes par lesquels l'autorité de l'État s'exerce, alors leur mise en fonction conditionne la sérénité du fonctionnement de l'État. Voici un peu les enjeux majeurs. Alors, à quoi faut-il s'attendre demain? Alors, demain, 2 actes essentiels marqueront l'événement. Il y a le cérémonial militaire, les honneurs militaires, mais il y a la rentrée solennelle proprement dite. Elle sera marquée par, comme je l'ai dit tantôt, le discours-programme très attendu du docteur Eugène Akawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. D'accord. Alors, éclairez-nous en quelques mots sur les missions du CESEC. Quel est son apport dans la vie de la nation? Merci, madame. Très bonne question. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est une chambre de réflexion, d'études, de propositions et de suggestions au service de l'exécutif et du Parlement. Le Conseil économique social est saisi par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat. Il peut même surtout saisir sur toutes les questions à caractère économique, social, environnemental et culturel. Et en termes de fonctionnement, il y a 2 grands axes. Il y a des organes institutionnels et des organes administratifs. Sous l'angle des organes institutionnels, on peut citer l'Assemblée plénière, qui est la plénière, c'est l'organe de délibération. Il y a le bureau, qui est l'organe de direction, composé de membres nommés par le président de la République. On peut rappeler le nombre de personnes nommées par le président de la République rapidement? Alors, il y a 12 personnes. Il y a le président, les vice-présidents, les questeurs et les secrétaires. D'accord. Alors, nous sommes au niveau des organes institutionnels. Il y a les commissions. Les commissions et la commission permanente, ce sont les groupes de travail des conseillers. Et il y a des commissions ad hoc qui sont ponctuellement mises en place pour adresser des thématiques ponctuelles. Et à côté de cela, nous avons les organes administratifs. Il y a le cabinet du président et le secrétariat général. Le cabinet du président, c'est le processus support, composé du cabinet du président, des grandes directions, des ressources humaines, la direction des affaires financières, le protocole, la communication et autres. Et à côté, il y a la direction, le secrétariat général, qui est le cœur du métier, composé de 2 grandes directions. La direction des commissions qui appuie le plan institutionnel. D'accord, alors on va donc revenir, on retient clairement concernant les missions que le CESEC est une mission qui se charge donc de recueillir les projets émis par le gouvernement ou par l'Assemblée nationale. Alors, donc c'est un organe de... Alors, c'est... Pour conclure rapidement. Alors, c'est un organe, c'est une assemblée consultative. D'accord. C'est une assemblée consultative qui est appelée à faire des propositions. D'accord. Et donner des avis à l'exécutif et au Parlement, comme je l'ai indiqué tantôt. Merci beaucoup. Alors, cette nouvelle mandature débute demain. Rapidement, les orientations, en quelques mots. Alors, il est clair que le discours très attendu de M. le Président permettra de décliner les grandes orientations, les grandes articulations de cette mandature. Mais l'on peut dire que pour toute institution, accomplir les devoirs à sa charge en tenant compte de l'utilité, de la légitimité et de la crédibilité sont des éléments essentiels dont tiendra compte le président de l'institution. Demain, donc. On va suivre, et ce sera en direct sur RTI1. L'événement sera retransmis en direct sur RTI1. Ce sera à partir de 10h au CESEC. Au CESEC. Merci beaucoup, monsieur Nguessan Kouadio Jean. Monsieur Nguessan Kouadio Claude. Jean saute, mais Claude, voilà, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout d'être passé sur notre plateau pour nous éclairer sur les enjeux de cet événement, la 13e mandature du CESEC, qui aura lieu, bien sûr, je rappelle, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. C'est moi. Merci d'être passé.
Le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Félix Anoblé, est à la tribune du journal Le Patriote face aux journalistes. Vous allez le voir, il a dévoilé ses ambitions pour 2022 et évoqué les actions menées dans son département. Il a par ailleurs relevé les difficultés rencontrées par les PME et les artisans. Espérance Diakale, cher Koné pour le reportage. Pour son premier passage à la tribune du quotidien d'information Le Patriote, Félix Miezan Anoblé, ministre en charge des PME et de l'artisanat, a survolé plusieurs pans de l'actualité de son département ministériel. Sur les nombreuses difficultés que rencontrent ces petites et moyennes entreprises, le ministre a évoqué la mise en place des programmes de soutien à ces acteurs, notamment le fonds Covid qui permet de préserver les outils de production et de faire face à la pandémie à coronavirus. Face à la pandémie à coronavirus, le gouvernement a mis en place un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'une enveloppe de 150 milliards de francs CFA et un fonds d'appui au secteur informel d'une enveloppe de 40 milliards de francs CFA pour aider ces acteurs à préserver leurs outils de production et les emplois. Grâce au statut de l'entrepreneur, l'État a pris des mesures pour faire reculer de manière significative l'ombre de l'informalité qui gangrène les petites et moyennes entreprises et le secteur de l'artisanat, afin de les rendre plus compétitifs et prospères pour une contribution efficiente à l'économie nationale. L'objectif visé est de favoriser la formalisation du secteur informel afin de permettre aux acteurs de ce secteur d'accéder aux services financiers et non financiers ainsi qu'à l'État d'élargir l'assiette fiscale. Le nombre d'attestations délivrées est passé de 82 à 380 sur les 16 992 entrepreneurs enregistrés. Pour les prochains mois, le ministre Anoblé Félix a fait l'annonce de la création de 14 marchés de l'artisanat sur toute l'étendue du territoire national, d'une valeur de plus de 80 milliards de francs CFA. Nous sommes le 26 janvier aujourd'hui et c'est la journée internationale des douanes, une journée de réflexion pour les pays dont la Côte d'Ivoire. Comment accélérer la transformation numérique de la douane en développant un écosystème performant? Le directeur général des douanes ivoiriennes, Pierre-Alphonse Da, évoque justement les réformes clés qui ont permis à la régie financière d'accroître ses capacités de mobilisation de l'impôt de porte. Lansine Bakayoko nous explique. 2218 milliards comme contribution à l'exercice budgétaire finissant. Si les douanes ivoiriennes enregistrent des performances aussi importantes, c'est en grande partie grâce au numérique que cette régie financière a transformé en un atout opérationnel de gestion. Sur le plan de la digitalisation et de la collecte des données, les résultats ci-après peuvent être notés. Une très bonne numérisation des procédures de dédouanement. Le développement d'un système automatisé d'analyse des risques pour l'orientation des déclarations dans les circuits de contrôle. Le développement d'outils d'aide à la décision et de lutte contre la fraude. L'interconnexion au plan national avec d'importantes structures, mais aussi au plan international avec le Niger, le Burkina Faso, dans le cadre de la gestion des marchandises en transit SIGMA. En ce qui concerne l'analyse de la production des données, les douanes ivoiriennes disposent en leur sein des services en charge des statistiques. Ces données statistiques collectées permettent d'encadrer le pilotage des procédures, notamment en matière de prise de décision. Des évolutions qualitatives et pourtant. Si les données ouvrent des voies de progrès, des préoccupations se font jour sur plusieurs fronts. La protection des données personnelles, les surveillances à mettre en place, les désinformations qui en découlent, les attaques contre les systèmes informatiques, les risques d'abus de position dominante des détenteurs de données. Des menaces qui devraient pousser l'administration douanière à donner un nouvel élan à sa transformation numérique. Cette transformation numérique passe par la consolidation de l'écosystème de données via l'établissement d'une gouvernance formelle et l'adoption de démarches novatrices comme l'Internet des objets ou encore l'intelligence artificielle.
Autre événement qui retient l'attention, il s'agit de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. En Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Adiaké, dans le sud Comoé, qui a abrité cette édition 2022. L'événement a été marqué par la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel africain. Instaurée en 2019 par l'UNESCO, cette célébration occupe désormais une place de choix dans notre pays. Le cinéma, vecteur de transmission des cultures africaines, est au cœur de cette journée, nous rapporte Serge Coléa. Le Zangbeto crée l'attraction à Adiaké. La communauté béninoise montre ainsi la vitalité de ses valeurs traditionnelles, même loin de ses terres originelles. D'habitude, les gens disent que c'est l'homme humain qui est en bas. Ok, c'est un génie. Tant que tu n'es pas initié, tu ne l'adores pas, tu ne peux pas connaître ce qu'il s'agit. Partout, on fait les démonstrations. On ouvre pour montrer aux gens. Ils n'ont qu'à regarder dedans. Ce n'est pas l'homme. Quand on le dépose, c'est un esprit qu'on adore. C'est ça qui est fétiche Zangbeto. C'est lui qui est nos gardiens de nuit, qui protège tout le monde. Alafe Wakili, président du comité de la JMCA, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, et son équipe n'ont occulté aucune dimension de l'expression culturelle du continent. Les danses et tous les arts vivants se traduisent diversement dans ce dialogue des cultures. Le pari est réussi, on a gagné notre pari, mobiliser toutes ces autorités, toutes ces personnalités et toute cette population autour de la JMCA, c'est extraordinaire. Le cinéma comme vecteur de transmission des cultures africaines, tel est le thème de la JMCA 2022. Le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, le député maire d'Adiaké, ainsi parrain de cette journée, apporte tout leur soutien. Nous avons pris ça comme un honneur de permettre à notre modeste commune d'être pour un temps la capitale de la culture ivoirienne. Nous irons dans la mondialisation, mais allons avec un bagage. Notre bagage, c'est notre culture. Journée de mémoire et de devoir pour les Africains qui ont l'occasion de pérenniser l'héritage ancestral. Nous avons une requête à faire auprès du ministère de la Culture. C'est vraiment de faire de cette journée une journée officielle en Côte d'Ivoire, de manière à ce que l'on entende de la musique, des célébrations dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, de manière à ce que chacun s'approprie sa propre culture et apprécie celle de l'autre. La Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante a été instaurée par l'UNESCO en 2019. Elle est commémorée tous les 24 janvier. En Côte d'Ivoire, cette célébration doit sa promotion à Alafe Wakili, journaliste qui a initié les premières éditions avant d'être investi président du co-JMCA en juillet 2021. Au plan sanitaire, on retrousse les manches contre la pandémie de Covid-19. Ce mercredi 26 janvier, les chiffres affichent en Côte d'Ivoire 33 cas positifs sur 1896 échantillons prélevés, soit 1,7% de cas positifs, 76 nouvelles guérisons, 2471 cas actifs, 0 décès. Faisons-nous tous vacciner, protégeons-nous, protégeons les autres, continuons surtout d'observer les gestes barrières. Le Danemark envisage de lever toutes ses restrictions anti-Covid-19 le 1er février prochain, et ce malgré des cas records et des hospitalisations en hausse. Les autorités jugent la couverture vaccinale suffisante pour faire face à la moindre sévérité du variant Omicron. Le pays nordique deviendra ainsi, en cas d'application de cette décision, le premier dans l'Union européenne à sauter le pas malgré la vague du variant Omicron. Et ici, en Côte d'Ivoire, l'Église catholique veut apporter sa contribution à une école de qualité. Les évêques sont à Gagnoa donc pour la 120e conférence épiscopale. Ils affirment leurs idées, leurs actions pour une éducation au service d'un développement humain et intégral. Les travaux qui prennent fin ce dimanche seront sanctionnés par une lettre pastorale. Sur l'éducation, nous rapporte Eugène Toubé.
Plusieurs chorales des différentes paroisses de l'archidiocèse de Gagnon accompagnent l'arrivée au centre Emmaüs des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ils sont venus des 15 archidiocèses et diocèses que compte l'Église catholique, soutenus à l'ouverture des travaux par Monseigneur Paulo Borgia, nonce apostolique, les autorités administratives, les élus locaux, les autorités coutumières et les représentants des confessions religieuses sœurs. Le président de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Ignace Bessi, plante le décor, rappelant l'intérêt et la portée de la rencontre. Actualiser l'enseignement de la catéchèse, moyen de connaissance de l'évangile et chemin de foi, mais aussi et surtout faire de la formation catéchistique un levier de l'éducation qui conduise à un développement humain intégral. Des prêtres qui se réunissent pour réfléchir sur l'éducation, on ne peut qu'être heureux. C'est à partir de l'éducation qu'on acquiert les valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui construisent la société, qui construisent la République. L'éducation fait partie des engagements missionnaires de l'Église catholique. En Côte d'Ivoire, l'enseignement catholique à travers ses établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs est crédité d'une image lumineuse. La rencontre des évêques sur la question bénéficie de l'onction du pape François. Son message d'encouragement à l'Église de Côte d'Ivoire et aux évêques est lu par le nonce apostolique, son Excellence, Monseigneur Paulo Borgia. Un siècle après pareille rencontre tenue en 1922, la remise au goût du jour de la formation catéchistique sonne comme exigence des temps actuels, en cohérence avec la vision de l'éducation de l'Église catholique. Nous espérons que ce que nous allons donner contribuera à organiser une éducation plus profonde dans notre pays au service du développement humain intégral. Beaucoup de fois nous parlons de réconciliation, nous parlons de paix. Mais il faut s'habituer, il faut s'éduquer, il faut prendre un habitus des personnes réconciliées, des personnes qui vivent dans la paix, des personnes qui savent dialoguer. La fin des travaux de la 120e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire sera sanctionnée par une lettre pastorale. Et on garde le sourire malgré tout. Vous connaissez, vous aimez Bonjour, l'émission humoristique de RTI qui poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. L'équipe de production était samedi dernier à la place Eke Elengan d'Aboisseau où les humoristes ont réussi à arracher le sourire aux populations de cette localité. On l'espère aussi pour vous qui allez regarder ce reportage. Allez voir l'ambiance de cette étape avec notre reporter Pagasoro Kone de Madonji. 4 années consécutives que la mythique place Eke Elengan d'Aboisseau accueille équipe de production et humoristes de Bonjour, émission humoristique de la RTI. C'est comme une go baoulée que tu invites dans un restaurant. Il lui a donné frites. On l'a servi frites. Elle a dit, qui a découpé une la petit comme ça? Monsieur Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI, veut saluer toutes ces braves populations. Et vous dit encore merci de recevoir Bonjour chez vous. C'est la 4e fois. Et de dire, nous sommes toujours forts quand nous sommes ensemble. Allons-y, soyons toujours ensemble dans la cohésion. Bonjour à Aboisseau. Opportunité toute trouvée par le président du conseil régional du Sud Comoé d'exhorter les populations à préserver l'harmonie et la cohésion de la région. Il a aussi salué l'union, la fraternité et la solidarité qui règnent entre les filles et les fils du Sud Comoé. Nous sommes ici surtout pour revenir rire, pour retrouver un peu de gaieté, mais je voudrais saisir cette occasion pour saluer et remercier le directeur général de la RTI, le frère Foussenou Dambélé, en même temps avoir une attention toute particulière pour toutes les autorités administratives, politiques, pour les autorités traditionnelles, les autorités militaires, pour la jeunesse et pour la chefferie, et leur souhaiter bonne soirée
de Bonjour 2022. À Aboissau, personne ne voulait se faire compter l'événement, d'où la forte mobilisation des populations qui n'ont pas boudé leur plaisir. J'ai apprécié les comédiens vraiment. Je suis très contente. Je remercie M. Akaolé, je le remercie beaucoup de ce qu'il fait pour la population d'Aboissau. Ils ont choisi vraiment des artistes, des humoristes qui sont vraiment sur le plan national, qui sont vraiment connus et que toute la population attend. Encore une fois, merci à la RTI et nous espérons que les autres villes auront aussi le même plaisir que nous. Je suis très ravie d'être restée à cette soirée de Bonjour 2022. C'est toute une première de prendre part. Et il faut dire que nous avons passé une superbe soirée. Les humoristes étaient à la hauteur. Et je tiens ce micro pour dire merci à notre patron, le docteur Akaolé, qui est mon président. Fini Bonjour à Aboissau. Rendez-vous est pris en 2023. Prochaine étape pour équipe de production et humoriste Jacquesville, dans la région des Grands Ponts. Allez, mon bec est tombé. Le professeur d'anglais a entendu ça. Il sait que ça, c'est pas anglais. Il dit, you, what do you say? Il dit, toi, tu dis quoi? Il doit se justifier maintenant. Il s'élève. Lui qui est fait mister. Comme mon bec history, I say to Yao to famami. La RTI vous permet aussi de suivre l'actualité sportive africaine dominée par la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, en cours au Cameroun. C'est la loi du football, hélas, elle s'est imposée à nous. Le choc Côte d'Ivoire-Égypte en 8e de finale de la CAN au Cameroun a tourné en faveur des Pharaons. Les Égyptiens se sont qualifiés donc ce mercredi pour les quarts de finale à l'issue d'une séance de tir au but. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Rissot. Après avoir eu le mérite d'éliminer le tenant du titre, l'Algérie, la Côte d'Ivoire nourrissait l'ambition de poursuivre sur cette lancée. Face à l'Égypte, les éléphants entament bien la partie, à l'image de la frappe de Franck Kessié. Mais le ballon ne trouve pas le cadre. Une alerte que les Pharaons prennent au sérieux, incarné par la frappe de Oumar Mamouche, mais Sangaré Badra Ali doit son salut à la barre transversale. Dans la foulée, les Égyptiens s'offrent de multiples occasions, mais ni Mohamed Salah, encore moins son homonyme Mohamed Mustafa, ne parvient à trouver la faille. Bousculé, la réaction d'orgueil des éléphants intervient en toute fin de la première période avec la tentative de Haller qui oblige le gardien égyptien à capter le ballon en 2 temps. 0-0 à la pause. En seconde période, les deux équipes se tiennent avec des occasions de part et d'autre sans pour autant se montrer efficaces. 0-0 à l'issue du temps réglementaire et aux prolongations. Finalement, c'est au tir au but que tout se joue. Plus adroit, les Pharaons l'emportent 5-4. Grâce à ce succès, l'Égypte se qualifie en quart de finale et sera face au Maroc. La Guinée équatoriale s'est aussi qualifiée pour les quarts de finale. Le Mzala national fait tomber les Aigles du Mali aux séances de tir au but. On va terminer par la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara, qui aura lieu dans quelques jours. Je vous propose le communiqué du protocole d'État, lu pour vous par Abou Sanogo. La direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des membres des corps constitués, des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire. Ci-dessous cité que la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, aura lieu le mercredi 2 février 2022, de 9h à 12h30 au palais de la présidence de la République, selon l'ordre du passage ci-après. 7h30, 8h30, installation des hautes personnalités de l'État prenant part à la cérémonie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Monsieur le garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, 9h, 9h20, groupe 1, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président du groupe de la BAD,
Madame la représentante résidente de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, Monsieur le représentant résident de la BCAO, Monsieur le représentant résident de la BOAD, 9h20, 9h30, groupe 2. 3 représentants par institution de la République ci-après. Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Grande chancellerie, Médiature de la République, Commission électorale indépendante, Haute autorité pour la bonne gouvernance, Inspection générale d'État, Madame et Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, Monsieur le premier avocat général du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance d'Abidjan, de Yopougon et de commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de commerce et de Yopougon, 9h50, 10h, groupe 3. Mesdames et Messieurs les préfets des régions, Madame et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Monsieur le président du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques. 10h20, 10h50. Groupe 4. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune et leurs collaborateurs. 10h50, 11h. Groupe 5. Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Madame et Messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents du Conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNATCI, Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Monsieur le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme. 10h50, 11h20, groupe 6. Monsieur le vice-président et 20 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le président et 20 membres du Forum national de confession religieuse, Monsieur le président et 20 membres du Conseil supérieur des imams, COSIM. 12h, fin de la présentation des vœux de nouvelles à Monsieur le président de la République. Un cocktail offert par le chef de l'État dans les jardins du palais de la présidence de la République au terme de chaque passage. 12h30, fin de la cérémonie. Notez bien, les cartons d'invitation déjà retirés auprès de la Direction générale du protocole d'État restent valides. Les personnalités ci-dessus citées sont priées de se présenter à la cérémonie 30 minutes au plus tard, avant l'heure de passage indiquée, dans le strict respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Voilà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre JT avec le même plaisir. Prenez soin de vous, gardons la foi et promouvons la paix sans relâche.